concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça m'a dit. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Chad. Salut mon copain, comment ça va? Salut à tous, salut Jajaï. Écoute, ça va, hein. Surtout pour parler de l'Équateur, encore plus heureux. Hein. En plus, on est à... Bon, alors, c'est pas dans 24 heures qu'on a le premier match de l'Équateur, mais bon, à 24 heures de cette ouverture de Coupe du Monde, on va d'ailleurs peut-être faire un débat dans les prochaines heures sur la question. Est-ce que tu es plutôt hypé par cette Coupe du Monde ou au contraire, tout ce qui se passe autour te met un peu en suspens? Bon, écoute, si on parle exclusivement du sportif, moi je suis très très hype. J'ai aucun doute que la qualité sportive sera là et que, bon, malheureusement, il y a des déboires à côté, bien évidemment, peut-être bien plus importants qu'à l'époque, même si au Brésil, rien n'était parfait et qu'on a retenu que l'essentiel, c'est-à-dire que c'était une superbe fête. Je pense que aux États-Unis, ça va être exactement pareil, c'est-à-dire qu'à côté, on va en entendre parler, mais ils vont être majoritairement absorbés par le fait que ça va être une bonne Coupe du Monde. Moi, j'y crois. Je pense que sportivement, il va y avoir de très belles histoires. Voilà, mais je pense aussi. Je pense que évidemment, on en reparlera dans un autre débat, sûrement dans les prochains, comme j'ai dit, dans les prochaines heures. Mais j'ai envie d'être un peu comme toi, c'est-à-dire j'ai envie de me faire emporter par le côté sportif et l'aspect sportif de la compétition, et que oui, on a tous des yeux et on a tous des oreilles et on voit un peu ce qui se passe à droite à gauche et des choses un peu, voire même très étranges. Mais on va essayer de se concentrer plus sur le terrain parce que c'est tout ce qui nous anime et on préfère, je pense, plus s'arrêter là-dessus, même si, comme je l'ai dit, on n'est pas aveugle et on n'est pas sourd. Donc, comme d'habitude, les copains, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous participez. On a besoin de vous pour le live. Et puis, c'est plus sympa aussi d'avoir des réactions si, justement, on est plutôt dans le vrai ou si on est au contraire en train de sortir des saucisses. Ça peut arriver, on n'est pas parfait. N'hésitez pas à vous abonner. On a besoin de ça aussi. C'est ce qui fait grimper la chaîne. C'est ce qui permet aussi de donner un peu de force et de continuer à proposer des lives tous les jours. Bon, maintenant qu'on a fini ça, on peut y aller. On peut aller s'attaquer sur le vrai sujet du soir. Mon copain, c'est l'Équateur. Ça va jusqu'où au Mondial 2026? Alors, toi, comme ça, juste, on va faire l'état des lieux au final et puis on va essayer de déterminer un truc commun sur la place finale de l'Équateur. Mais avant de débuter ce débat, l'Équateur, c'est quoi pour toi? C'est 16e de finale, 8e, quart, demi, ou ça sort demi au premier tour? C'est demi minimum. Voilà. Faut se mouiller, moi je vous le dis, ça va faire demi, personne n'est prêt, mais je pense que ce que je dis ne devrait même pas être une surprise, pour être très honnête. Ah surprise ouais. parce que je viens de dire. Je pense qu'il est temps que vous remettiez à la page, les gars. Genre, même moi, des fois, je rate certaines choses. Là, je le dis sans trembler du menton, l'Équateur est la 2e meilleure équipe sud-américaine, si ce n'est la meilleure.
bam, bam, ça c'est envoyé. Alors là, je pouvais pas faire mieux comme teasing. Alors là, comme débat, et je suis pas loin de penser certaines choses comme toi dans ce que tu viens de dire. Maintenant, Des demi-finale. stats à donner, ça va parler. Hein. Ah bah c'est bon. Ah non, franchement, c'est très très bon comme lancement. Bon, alors pour pouvoir situer directement, on va y aller avant la compétition, donc avant que on débute. On passe forcément par l'état du classement FIFA, je le partage. Donc, classement FIFA, l'Équateur, c'était 23e. Donc, 23e, pour toi, mon copain, 23e, ça peut être synonyme de dernier carré. Donc, ça veut dire que c'est une grosse surperformance sur le papier au moment de commencer. Je tiens à rappeler que ce classement veut tout et rien dire. T'es d'accord? Je peux partager une partie de ce que tu dis. C'est vrai qu'avec une certaine logique, dans l'ancien format de Coupe du Monde, t'es au moins top 10 coefficient FIFA pour viser la gagne. Je pense que le football a changé, pour ne pas citer la personne qui l'a dit, hein, parce que je pense que les royalties à payer seraient un petit peu trop chères pour la chaîne. Non, je pense que ça ne veut rien dire. Je pense qu'il y a des équipes, je vais regarder comme ça. Donc, elle est classée derrière la Turquie, l'Iran, le Danemark, la Suisse et le Japon. Et ben, je te le dis, il n'y a aucune de ces équipes qui s'approche de près ou de loin du niveau de l'Équateur. Même s'ils peuvent faire un je vais aller dans ton sens. C'est quoi? Là, mon copain, je vais aller tout de suite dans ton sens. Je pense que Équateur 23e, c'est mal payé. Mais aussi, il faut souligner, je pense que l'Équateur a... Je n'ai pas le classement historique en tête, c'est vrai. Pardon. Mais... je pense qu'ils étaient autour de la 60e, 50e. J'ai du mal à estimer. Hein. Bon, c'est vrai que ça a toujours été un pays de foot, mais c'était un petit pays. C'est un pays qui a fait des parcours vraiment il y a longtemps, années 70, 80, je crois, et 2000, début 2000. Et après, pas de Coupe du Monde, par exemple. Mais qui n'est pas, on va dire, comme là, ce qu'on peut avoir, et c'est pour ça qu'on fait ce débat, c'est-à-dire avec un côté plus que, attention, c'est une équipe sud-américaine qui peut être un peu chiante à jouer. Là, on est vraiment sur une équipe, attention, limite outsider. Donc, c'est quand même pour moi mais je te le dis, ils le sont plus. Enfin, on va faire l'équipe, mais tu me diras si je me trompe. Les équipes qui gagnent la Coupe du Monde, ils ont quoi en commun en général? Une défense. D'accord. Tu regardes la défense. Non mais Hincapié, bon allez faire. Hincapié, Pacho, rien que ça. Hein. En Europe, dis-moi une équipe qui a ça en défense. Ah bah là sur un papier comme ça, et si en plus tu rajoutes Ordonez. Dire les Bleus, attendez, Konaté, on n'en sait rien. Upamecano, un match sur 2, il est dégueulasse. Saliba, blessé, et malgré les trucs, pas le plus grand Saliba. Pour moi, le meilleur, c'était Gabriel cette saison. Ouais, il fait peut-être pas sa meilleure saison, Saliba. Il fait peut-être pas sa meilleure saison. Ils partent avec des certitudes qu'on n'a pas, par exemple, sur la défense. Tu vois. Après, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Les latéraux, on n'a pas encore cité les latéraux, et même là, tu vas voir, c'est très on va y venir. Avant juste la liste, dans le programme, on va d'abord passer juste sur le parcours, parce que justement, attends, tu as dit quelque chose d'important, qui pour moi qui est intéressant, c'est que tu présentes l'Équateur comme la deuxième équipe d'Amérique du Sud. Donc ça peut être provoque. Mais sauf que, quand on y regarde de plus près, pendant les éliminatoires, derrière l'Argentine, c'est l'Équateur. Donc, je vais te sortir une stat. Vas-y. Sur ces 18 matchs, il y a eu 5 buts encaissés par l'Équateur. Et attends, tu veux le mieux? Sur ces 5 buts, les trois premiers ont été encaissés lors des 3 premiers matchs. Ça veut dire que sur 15 matchs, ils ont encaissé 2 buts. En affrontant 2 fois le Brésil, 2 fois l'Argentine, 2 fois la Colombie. Juste pour situer ça là. Voilà. Ah ouais, non, c'est ultra costaud. C'est ultra costaud. Ça te montre bien, comme tu dis, que la défense, on va y arriver très vite en regardant la liste. Mais il y a vraiment, oui, défensivement, ça va être une équipe ultra costaud. Et pour te dire avec BKCC, de toute façon, c'est annoncé. Hein. Ah ouais. Ça aussi, on va en parler forcément. Mais là, quand tu regardes juste froidement les stats, là pour aussi évaluer un peu ce que vaut l'Équateur là maintenant à quelques heures du début du mondial, oui, factuellement, c'est la deuxième équipe d'Amérique du Sud devant la Colombie, devant l'Uruguay. Et
accessoirement, à des devant le Brésil. années-lumière devant l'Uruguay. Enfin, l'Uruguay a certes pour elle se passer de grand et de même une équipe qui, même depuis les années 2000, est plus grand, mais est un outsider solide. Mais malheureusement, cette année, ils auront bien moins. Là, on n'est pas sur la même génération du tout. Bah, je pense que. Ils ont Valverde. Pour eux, Valverde, c'est bon. Peut-être qu'ils ont peut-être pas un joueur de la classe de Valverde, c'est difficile. Mais ils ont au moins un Caicedo, tu vois. On va dire que ça s'en approche, même si c'est peut-être pas exactement le même pédigré, mais. Oui, mais comme tu viens de le dire aussi, la qualité de la défense, c'est. Allons-y. Il n'y a pas ça. Jiménez, c'est cuit. Ils ont plus Lugano, ils ont plus. Ah ouais, non. Godin, c'est parti. Bon, là, maintenant, ça y est, il va falloir forcément. Mais comme tu l'as dit, pendant des années, ils ont surperformé l'Uruguay. Là, peut-être que c'est ce rôle, on va dire, de deuxième émergent, parce qu'il t'aura toujours dans ce continent et le Brésil et l'Argentine. Quoi que tu fasses, tu auras toujours ces deux-là qui seront. Mais on va dire la troisième équipe, celle qui sort un petit peu du lot et qui est en capacité de battre l'une comme l'autre. Je suis pas sûr qu'on a encore les considérer comme les troisièmes, je te le dis, je le pense, mais vraiment. En fait, si tu regardes intrinsèquement les profils, surtout au-delà des joueurs, vous regardez les profils des joueurs, genre les profils. Mais il y a la France. Là, je viens de lancer la liste. Vas-y, tu peux en parler. On y va au niveau des profils. Si tu veux la faire l'énumérer, En fait, t'as Hincapié qui est un défenseur relanceur qui est capable de jouer aussi bien latéral que défenseur central. Extrêmement solide, vif, voilà. Qualité de passe, vision, il pourrait jouer milieu central en Europe sans problème s'il le voulait. Pacho, pareil, joueur hyper polyvalent qui peut jouer à droite comme à gauche, oui, c'est vrai, même s'il est gaucher. Qui peut jouer, il serait peut-être pas à l'aise, mais qui peut jouer latéral et qui d'ailleurs avec Enrique joue en position, même si avec Enrique il n'y a pas de poste prédéfini. Si on parlait de poste, à un moment T, il joue latéral des fois. Ouais, il peut avoir cette faculté de pouvoir être sur le côté. En fait, à l'image, regardez, pour moi, tu vois Kendry Paez, dans le profil, c'est un Brésilien. On dirait le petit crack brésilien qui vient de sortir. Et ça, on n'en voyait pas avant, tu vois. Et je pense, sans dire de bêtises, on n'en a pas vu avec la Colombie, puisque Rames, c'était différent. En Argentine, franchement, récemment, j'en ai pas un qui vient en tête comme ça. Au Brésil, évidemment, ils en sortent tout le temps des petits joueurs comme ça, un peu techniques. Oui, mais parce que ça, c'est peut-être plus l'ADN du foot brésilien. Alors qu'en Équateur, c'est pas le cas. C'était pas le cas historiquement. Et on va y venir aussi, le club qui a tout changé, c'est l'Independiente del Valle. Del Valle. Oui, c'est forcément c'est ça qui a changé. Bon, alors, là, je monte la liste, on fait poste par poste. Bon, alors, moi, je vais être très honnête. Les trois gardiens, je les ai pas. Tu vois, enfin, quand je te dis je les ai pas, je les maîtrise pas. Donc, Hernan Galíndez, Moïse Ramirez, et Gonzalo Valle, honnêtement, je les ai pas. Donc, je vais pas te dire. C'est des joueurs qui ont fait une carrière en Amérique du Sud, donc c'est normal. Donc, voilà, c'est pas leur force, le gardien, pour être tout à fait honnête. Donc, ça, par contre, c'est là, comme j'essaie de faire, on va dire, pour chaque équipe. Là, par exemple, le niveau des gardiens, pour toi, ça peut être synonyme de dernier carré? Est-ce que tu penses qu'avec ce type de gardien-là, tu peux arriver? Tu vois, alors je vais revenir, tu m'avais demandé sur les États-Unis. Malgré que les noms ne nous parlent pas, je sais à peu près dans mon idée, je pense pas me tromper, c'est quand même un cran au-dessus. Tu vois. Ok, d'accord. On est à un cran au-dessus. Voilà. Donc c'est largement capable de. Okay. Tu vois, genre, je l'ai pas en tête, mais il y a forcément un joueur qui a le niveau d'Ochoa époque Coupe du Monde, quoi. Ok. Dans l'idée. Donc c'est solide quand même. Non, c'est pas une faiblesse. Ça veut dire que oui, on n'est pas sur le point faible de l'équipe. C'est-à-dire qu'on va avoir peut-être pas le top 5 au top 10 des meilleurs gardiens, mais le gardien fiable. Tu sais que tu peux avoir dans les compétitions. Tu vois, principal problème, on va y venir, mais pas tout de suite. Alors, on va, je pense pas, là, pour le coup, mon copain, je pense qu'on va être d'accord, le problème, ça va pas être en défense, parce que je vais faire la liste. Quand tu vois Pervis Estupiñán, Piero Hincapié, William Pacho, t'en as parlé des deux, Ordonez. On s'arrête rien que là, on s'arrête, tout le monde connaît, si vous suivez un peu le foot. Ordonez, on en parlait combien de fois à Marseille cette année, le mec est une pépite mondiale. Ah non, mais très clairement, pour terminer, Félix Torres de l'International Brésil, Jackson Porozo de Tijuana
et Angelo Preciado de l'Atlético Mineiro. Donc, Et c'est pareil, très solide. là-dedans, on va être d'accord. Je pense c'est le du joueur point fort de international. l'équipe. C'est le point fort de l'équipe. Je te dis, en D'accord. défense, là, il n'y a que des joueurs qui pourraient jouer dans des grands clubs européens. Enfin, et là, ils ne les jouent pas parce qu'ils ont leur carrière en Amérique du Sud, voilà les aléas de la vie. Mais ouais, sans problème. Non, mais je suis assez d'accord. Et pour aller dans ton sens, même si forcément, moi, je tique un peu plus sur l'idée de la demi-finale, forcément, quand tu me dis qu'une équipe qui va loin en Coupe du Monde, elle a, on va dire, quasiment tout le temps une bonne défense, bon, bah là, oui, là, on va dire. Portugal 2016, Italie 2020, France 2018. Allemagne 2014. Bon, allez, la seule exception, Espagne 2010, Italie 2006. Ouais, même Espagne peut-être, Espagne 2024. Espagne, voilà, c'est vrai que c'était solide. Voilà, ça prenait pas de but. C'était très solide. Donc en fait, alors que sur le papier, c'était pas fou. Alors que sur le papier, sur le papier, le Normand, on estimait que c'était moyen et que ça n'avait pas sa place en équipe de France de base, tu vois. C'était pas dingue, mais en fait, on a toujours cette base à chaque fois. C'est-à-dire que oui, pour pouvoir aller loin dans ce type de tournoi, et je pense encore plus peut-être. Pour moi, c'est la seule vérité qui est vraie dans le foot moderne aussi. Et tu le regardes, le PSG, tout le monde se concentre sur l'attaque parce qu'on voit, mais c'était solide la défense. Ah bah défensivement, Pacho est bon, voilà. Ça joue défensivement, si t'as une charnière centrale qui tient la route et t'as deux latéraux de ce niveau-là, oui, forcément, ton équipe, elle va pouvoir être vachement plus équilibrée. Ça, c'est évident. Je veux pas dévier, mais tu vois, regarde, tu vois, souvent les finalistes, même quand ils font pas une grande saison, enfin, tu vois, je vais pas comparer. Regarde l'Atlético à l'époque, ça arrivait à faire des parcours, même si ça avait des superbes équipes, et des fois, ça aurait mérité de gagner. Ils y allaient parce que bah t'as Jiménez, t'as Godin, t'as Miranda, enfin c'est des joueurs, tu sais que tu peux aller à la guerre, des Philippe et Luis, des Juan Fran. En fait, quand t'as une défense, regarde Marseille, pour moi c'est votre erreur, c'est que trop souvent ils essaient de faire une équipe équilibrée et que déjà ils commencent pas par faire une grosse défense, tu vois. Ah oui, si tu commences par avoir une grosse défense, tu gagnes des matchs, hein. C'est des points en plus. Le problème, mathématique. Juste pour terminer sur cette phase, à partir du moment où tu mets Balerdi dans l'équation, ça va vite être compliqué pour avoir de la sérénité et d'avoir un bloc vraiment très solide. Mais j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, parce que pour moi, Balerdi a jamais été un défenseur solide. Hein. C'est un bon joueur de football, mais un très bon défenseur, non. Non, mais clairement pas. Non, très, très clairement pas. Et j'ai même pas compris comment Scaloni a pu le mettre dans sa liste initiale. Ou comme il a pris Facundo Medina. Mais bon, après, ça, oui, c'est bon, ça. Bon. Allez, ça non plus. Les milieux, parce que je pense qu'en plus, les milieux, on vient de. Bah là, il y a du monde. Là, c'est du très beau monde aussi encore. Bon, alors, le premier, celui qui va forcément parler à tout le monde, Moïse Caicedo, bien évidemment, de Chelsea. Donc, on a Alan Franco. Ça, je suis en parler. Alan Franco, pareil. Vous allez voir, révélation peut-être. Super joueur qui va pas rester longtemps, à mon avis. À l'Atlético Mineiro. Oui, pardon. Après, on a donc Alan Minda, de lui aussi, l'Atlético Mineiro. Et on avait aussi Preciado, hein, qui était à Mineiro. Donc, ça en fait quand même déjà 3 quand même qui sont dans Mineiro, de toute façon, c'est très solide. De toute façon, je pense que pour la plupart, tout le monde connaît. Ah bah oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu retrouves 3 joueurs dans une sélection, qui plus est dans un club étranger, mais qui se retrouvent dans le même club, ouais, tu peux avoir certains. Pour expliquer un peu les choses, on va dire qu'aujourd'hui, tu vois, les seuls qui peuvent faire chier les seuls clubs qui peuvent faire chier le Brésil et l'Argentine, parce qu'il y a vraiment une domination, je sais pas si tu as suivi un peu, vraiment aujourd'hui, il y a vraiment que l'Argentine et le Brésil, la Sudamericana et la Libertadores, pardon. Les seuls clubs qui arrivent à les faire chier, c'est LDU, Emelec, Barcelona et l'Independiente. Tous les autres, même les Colombiens et tout, qui ont peut-être des moyens qui sont moins, même si l'écart se resserre, parce que voilà, ça vend bien, c'est connu, c'est les seuls. Et je trouve que là où c'est vachement parlant, c'est quand tu regardes la liste et le nombre de joueurs dans les clubs argentins, mais surtout brésiliens, c'est juste un symbole que, en fait, ça a super bien taffé, en fait. Il n'y a pas de hasard. Les clubs brésiliens, c'est les plus riches. C'est un peu comme la première ligue, tu vois. Donc, ils achètent ce qui se fait de mieux, entre guillemets, quand même si, et donc quand tu te retrouves avec autant de joueurs comme là on est en train de le voir, bon, c'est quand même un gage de compétitivité. C'est la meilleure d'Amérique du Nord. Je valide pas le système parce que tu sais c'est passé en ligue fermée maintenant et ça je trouve ça pourri.
Ah Mais ouais, oui. Ah pareil, oui, c'est vrai qu'il jouer au passe en ligue Pumas, fermée. Oui, j'avais vu ça. Ouais. c'est extrêmement solide. Donc, je termine la liste. Hein. Oui, Donc, bien on a donc Pedro Vite des Pumas. On a Jérémy Arévalo de Stuttgart. Donc, alors, je sais pas si c'est son chouchou, mais j'ai bien compris quand même que Kendry Paez, il y avait un petit quelque Chouchou chose. peut-être Quoi. pas, mais bah oui, bien sûr, le joueur est incroyable à regarder. Voilà, tu vois. C'est un énorme potentiel que j'ai connu jeune, mais il a encore beaucoup de choses à prouver, hein, ce petit. Mais il peut être la Oui, dynamique mais du mondial. Hein. on a envie de le voir, tu vois ce que je veux dire. On a envie de le voir, Mais mon pendant. chouchou, tu vas le voir, on y arrive, il est plutôt de l'autre côté de la liste. Enfin, il est là, mais. Alors, je la continue. Donc, on a Jordi Alcivar de l'Independiente del Valle. On a Nilson Angulo de Sunderland. On a Anthony Valencia du Royal Antwerp. On a John Yeboah de Venise. Denil Castillo de Midtjylland. Et enfin, Gonzalo Plata de Flamengo. Voilà. Et lui, c'est. Oh là là. Gonzalo Wow. Si tu connais Gonzalo. Ah bah... Ouais, je le connais. Bon, c'est lui mon chouchou. C'est lui mon chouchou. Tu penses que lui, ça peut être. Alors, je te dis pas, tu vois, parce que je sais plus l'âge qu'il a en plus. Je sais pas. Non, il a plus 27-28 quand même maintenant. Ouais, voilà. Mais est-ce que ça peut pas être, tu sais, ce qu'on peut avoir dans certaines compétitions, c'est-à-dire le mec qui est peut-être pas forcément le plus attendu, mais qui se révèle, on va dire, un peu plus au haut niveau et qui est dans la meilleure phase de sa carrière. Moi, franchement, je peux ressembler à ce type de mec-là avec qui, tu sais, tu te dis, ah putain, mais en fait, lui, il a vraiment quelque chose. Après, je sais pas si ça tiendra derrière, mais sur la forme du moment, est-ce qu'il montre? Ouais, je suis d'accord. Moi, ça fait un petit moment que je le connais. Ouais, j'ai bien envie de le voir lui aussi hein, pendant cette. Je te le dis, lui, franchement, moi, alors. C'est vrai que bon, j'allais dire un peu ce truc de bon, je vois pas comment il finit pas en Europe s'il fait pas une Coupe du Monde juste normale. Ouais. Mais en vrai, pour ces joueurs-là, en fait, c'est même pas un objectif. Tu vois, tu joues au top du top. Pour l'Amérique du Sud, tu joues à Flamenco. Ouais, je pense que Plata, je serais pas étonné. Tu vois, genre, les pronostiqueurs sportifs qui jouent des Plata buteurs, ça va devenir la cote du mondial, cote à 3 ou 4, et il va les mettre. Hein, parce que Gonzalo Plata, ça va super vite, hein, c'est une mobilette. Hein. Je pense que tu as déjà c'est ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ouais. Paes doit s'inspirer de lui, parce que s'il devient efficace comme lui, parce que tu vois, il y avait le truc, comme Cherki, tu vois, je l'ai vu au stade la semaine dernière, super, hein, magnifique. Mais j'étais frustré parce que, en fait, quand il gagne le jeu, et c'est un peu ce qui peut se passer avec un Paes, il le ralentit. Des fois, il tue le tempo. Certes, il fait des différences individuelles qui sont extraordinaires et super belles à regarder, mais au niveau du jeu, c'est pas ouf. Tu vois. Ouais, ça manque de fluidité. Ça manque de fluidité, en fait. Ça casse le jeu, en fait. Pour moi, si un joueur est bon et que ça empêche 3 ou 4 joueurs d'être bons, non. Après, c'est toujours la même chose. Il faut aussi que le collectif autour puisse arriver aussi à te proposer pour ce type de. Voilà, ouais, c'est ça. T'es dépendant aussi un peu du collectif et des joueurs que tu as autour. Évidemment, tu peux, toi, par ta qualité et par ton talent, on va dire sublimer certaines choses, mais on en revient aussi toujours à cette phase-là. Le foot est un sport collectif, donc tu es aussi dépendant à certains moments de ce que tu as à côté. Donc, en tout cas, Plata, oui, je partage. Je pense que ça peut être un des joueurs qui est méconnu du grand public, qui peut en tout cas se faire un nom, et chez tout un tas de gars qui suivent juste le foot européen, se dire ah ouais, mais quand même, lui, c'est quand même pas mal. Tu vois, un Plata, bon, alors maintenant, il faut voir aussi, tu vois, je pense que. Tu te souviens du montant du transfert de Paqueta, là, de West Ham à Flamengo ouais, c'est quand même élevé. Bah, c'est quand même élevé pour. 50 millions. Tu vois. Ouais, limite, parce qu'ils ont eu une augmentation des droits TV, donc j'allais te dire, tu vois, t'es un stade rennais, t'as un club comme ça, tu vas chercher ça, ça a un coût à le faire péter, mais en fait, ils ont même pas l'argent, en fait. Même les clubs de Première Ligue, parce que je sais pas combien ils gagnent, mais je pense que. Flamengo, ça vient de gagner la Libertadores. C'est très riche, c'est extrêmement riche. Hein. Genre, nous, tu vois, moi, ça me faisait rire. Je sais plus quel supporter, je crois que c'est un supporter de Lyon avec qui je parlais hier ou avant-hier. Il me disait, mais je comprends pas pourquoi on va pas chercher les meilleurs joueurs en Amérique du Sud. J'ai fait, mais Coco, est-ce que tu te rends compte. Enfin, parce que tu sais, il a ce réflexe, on est Lyon, on est une ville riche, nous, on est les Européens, on est forcément plus riches. Et c'est vrai que si on parle économiquement, le Brésil en lui-même n'est pas si ouf. Par contre, en foot, les sommes, les gars, Flamengo, c'est plus riche que Lyon. Hein.
Enfin, Non, Flamengo, ça arrive en France, c'est le deuxième club le plus riche. Je crois que personne n'a mais, capté. Hein. mais c'est ça, c'est que ce raisonnement-là, tu peux l'avoir dans les années 2000, mais là maintenant, en Dans les années 2026, 2000, dans les années 2000, 2010, jusqu'à les 2015, mais maintenant avec voilà, l'inflation c'est et ça. que le foot, ça, c'est Jusqu'à il y a encore une période, oui, tu peux te dire, un peu vulgairement, je hein, crois que c'était en vulgairement, je vais aller 2011. faire, tu sais, on entendait ça, le Ouais. club va faire son marché en Amérique du Sud. Ouais, mais C'est pas maintenant, le cas. mais- En fait, si, parce que en fait, t'as quand même une majorité de clubs, mais en fait, c'est plus pareil. Regarde, si tu regardes bien, année 2000, parce que tu vois maintenant que tout le monde c'était la hype. Année 90-80, si ton club en France, enfin du européen, va chercher un Brésilien en Argentin, c'est déjà exotique. ouais, je suis d'accord, Année 2010, c'est classique. Ouais. Pour moi, les années 2020, si tu regardes, vu qu'ils peuvent plus, sauf des joueurs un peu mineurs de championnat, tu vois, comme des Giroto, Diego Carlos comme nous, tu vois, qu'on va Mhm. trouver qui sont pas encore cotés, tu peux pas. Ce marché est trop cher, sans parler des coms d'agents. Par contre, quand tu regardes, ça s'est après remis sur les Péruviens, par exemple, un Claudio Pizarro. Après, Mhm. ça a été comment dire, les Colombiens. Ça, années 90 plus, tu vois, c'était le troisième marché, on va dire. Et encore il y a quelques années, quand c'était sous-coté, c'était les Équatoriens. Ce marché Ouais. est trop cher déjà, tu vois. Ah oui, maintenant, oui. Pour la Ah France, oui. c'est trop cher maintenant. Ah oui, non, mais très clairement. Et puis Et du coup, après, maintenant, tu te rabats sur, je sais pas, les Péruviens, les Boliviens, parce que c'est encore accessible, mais les joueurs sont pas assez vus, ils sont peut-être pas d'une certaine qualité pour pouvoir se permettre de jouer en Europe, tu vois. Donc ils ont ce problème. c'est un peu ça. Maintenant, ça montre juste que, on est en train de le dire déjà à plusieurs reprises, ça bosse bien en fait. Donc, Ah oui. en termes de formation, en termes de mise en valeur des joueurs, et aussi même, tu viens d'en parler sur le football local de club, bah oui, à partir du moment où tu commences à être plus compétitif sur tout un tas de plans, bah forcément la sélection, ça va rejaillir. Parce que je veux dire, c'est Comme en France. Pourquoi en c'est France logique. le niveau est si haut? Bah parce que la sélection pour arriver, elle est énorme. Ah Si ouais, en c'est France ça. tu deviens pro, ça veut dire que, bon, alors des fois il y a peut-être des choix injustes et en effet des mauvaises décisions, des fois de coach ou de quoi, des joueurs qui auraient peut-être mérité et qui auraient pu faire quelque chose. Mais globalement, on va dire dans 95% des cas, c'est pas le cas et la sélection est surtout faite sur le niveau. Mhm. Et tu deviens pro, en fait, c'est que t'es un monstre pour la France. Enfin, parce que quand tu regardes certains joueurs, enfin, quand tu regardes la Ligue 2, ils joueraient dans certaines premières divisions en Europe, tu vois, d'autres. Ah non, non, très, très, très clairement. Donc là, quand tu vois une concentration de joueurs aussi talentueux et on va continuer avec la liste des attaquants, bon, ok, je peux commencer à entendre l'idée de l'Équateur, ça pourrait le faire. Maintenant, il va falloir qu'on regarde un tout petit peu aussi. Pour moi, on y arrive à la faiblesse, là. Bah, on s'en est pas parlé avant, mais on va peut-être avoir la même sensibilité parce que on a l'éternel, La légende, hein, faut le dire. la légende, Je pense que la le mot, légende, il serait ouais. temps de donner les bons mots. Oui, Ener Valencia, ce mec serait français. Ah oui, non, mais ah ouais, non. C'est 200 buts en Ligue 1, je vous le dis direct. Hein. Ah ouais, non, Ener mais... Valencia, c'est le mec à 40 piges. Hein. Ah non, mais clairement. Et puis, il risque encore de nous, Mais je te dis, emporter en deux. ça se trouve, tu vois, tu vois mon truc de la demi, peut-être que ça passe. Ça sera sur des petits buts de Ener Valencia et tu feras waouh en fait. Et le mec sera définitivement une légende. S'il va en demi-finale pour l'Équateur, mais là, en fait, si là, il arrive à participer à ce que tu es en train de dire, mais là, clairement, aux yeux du foot mondial, oui, là, très clairement, il passe un step. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que, je tiens à le souligner, enfin, avec BKCC, du coup, ouais. Et en même temps, il a pas tort parce que son équipe, il a largement les qualités pour faire ça, mais bon, et qu'on gagne comme ça, il va jouer la défense. Et les seuls joueurs pour moi qui peuvent mettre des buts, c'est Plata, Ener Valencia et Kevin Rodriguez et peut-être Medina. Mais les autres, j'y crois pas beaucoup, tu vois. Parce que sur le reste, je les donne. Donc, on a Kevin Rodriguez de l'Union Saint-Gilloise, on a Jordi Caicedo de Huracan et on a Yaimar Medina de Genk. Donc oui, là, on va pas se mentir, hein, on est quand même sur un cran en dessous de ce qu'on a pu voir et au milieu et surtout en défense. Ah, clairement. Et puis il faut se dire, en fait, souvent, tu vois, c'est facile des fois d'avoir des yeux avec les attaquants. Tu te dis, Kevin Rodriguez, quasiment à l'Union Saint-Gilloise, c'est pas mal. Il y a de fortes chances que ce soit fort. Ça reste encore jeune, ça n'a pas encore prouvé au niveau international et je tiens à signaler que, bon alors, évidemment, et moi je suis plutôt de ce parti-là et je déteste quand on met l'exemple, mais il est vrai que pour des joueurs atteignant au niveau international, il faut qu'ils soient testés en international. Ouais. Mais il faut qu'ils aient prouvé aussi. Hein.
Et Ouais, c'est vrai ouais. que bon, là, à part Ener Valencia, bon, bah, l'attaque, c'est dur. Hein. C'est dur. Ouais, non, Les non, buteurs, là, ça faut se dire. va. On va pas se mentir. On va pas se mentir et faire les hipsters. Et de vous Mais dire bon, et de vous dire que oui, en fait, il y a forcément du talent pour tout un tas de joueurs. Non, c'est le point faible de l'équipe. C'est le point faible de l'équipe. mais je sais pas si dans le foot d'aujourd'hui, c'est le plus gros problème, tu vois, parce que je pense que c'est ce que. Je sais plus si c'était avec toi que j'en parlais. Pour moi, si t'as un bon gardien, une bonne défense, un bon milieu, tu peux tout gagner déjà. Bah, c'est ça. Donc, c'est pour ça que, ok, maintenant, faut arriver à doser et on va vite voir l'état de compétitivité des Équatoriens dès le premier match Surtout que bon, on en a pas parlé, et excuse-moi de te couper là-dessus. Ah ouais, pour l'instant, l'Équateur n'a rien prouvé au niveau international. Ah C'est bah vrai oui, que du coup, oui, c'est seulement ce que t'as pour dit. ça que c'est un peu notre take que j'ai pris. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. C'est que on a vu à plusieurs reprises dans les années 80, 90, 2000, l'Équateur qui arrivait à se qualifier. Alors en plus c'est particulier parce qu'on parle de Coupe du Monde à 16, à 24, à 32. Là, on est sur une Coupe du Monde à 48. Donc véritablement là, l'Équateur, quand tu prends un peu de perspective et que tu vois en plus, comme on le montre depuis tout à l'heure, la richesse de l'effectif, forcément. Là, il y a un côté génération attendue au tournant, en fait. Donc Totalement. là, bon, on va pas se mentir, dans 4 ans, normalement, Ener Valencia, il est plus là. Bon, Non. là, ça sera Déjà terminé. Ça sera je terminé. pense, c'est mon avis personnel, c'est demi-finale et c'est ciao, merci pour tout, il finit là-dessus. Et ça serait magnifique. Ouais. Et ça se trouve, tu vois, l'Équateur va être en finale ou ils vont gagner la Coupe du Monde. Non, là, je pars en couille. Mais bon, Non, mais moi, je crois vraiment très fort en Équateur. Après, de toute façon, Moi, je crois vraiment très fort en eux. Hein. Je te le dis, pour moi, il y a beaucoup. Enfin, j'en parlais, tu vois, parce que j'ai fait France-Côte d'Ivoire, j'étais avec des Ivoiriens. Et malgré le fait que la deuxième mi-temps de la France, tu vois, elle était catastrophique parce que Deschamps avait choisi de toute façon de faire tourner. J'avais trouvé dans mon esprit, et je pense que tu en avais déjà parlé, que la Côte d'Ivoire avait vraiment sur le papier quelque chose de très fort. Parce que justement, pareil, défensivement, je trouve ça fort. Milieu, je trouve ça fort. Et l'attaque, magnifique. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce que la Côte d'Ivoire, ça peut finir premier? Moi, j'estime que non. Parce que je pense qu'ils finiront deuxième. L'Allemagne, oui, forcément. L'Allemagne, pour moi, ça va être le vrai enjeu pour l'Équateur. Parce que je pense que contre la Côte d'Ivoire, mine de rien, ça va être très serré, mais qu'ils vont gagner contre la Côte d'Ivoire. Bon, alors attends, avant qu'on on arrive là-dessus, passons aussi maintenant on a commencé à prononcer plusieurs fois son nom, mais le coach, Sébastien BKCC. Alors, pour ceux qui l'auraient pas, pour ceux qui n'auraient pas la ref, c'est un entraîneur assez jeune, 45 ans, qui est passé par l'Independiente, qui est passé par le Racing, qui est passé par Defensa y Justicia, par Elche aussi, et qui est là depuis 2024. Et depuis 2024, c'est un peu ce qu'on est en train de dire depuis quelques minutes. C'est-à-dire que la progression aussi de cette sélection équatorienne, c'est pas un gars qui vient d'arriver, tu vois. C'est un gars qui participe pleinement à ça. Il en est forcément contributeur un petit peu, je pense quand même. Il faut être honnête. Voilà, bon, son équipe a performé, mais il faut dire qu'il hérite d'une sacrée génération. Il y a les deux. Après, il a cette arrogance, tu vois, pour lui. Tu vois, par exemple, je vais dire, imagine Deschamps dirait ça, mais c'est un peu fou. Mais il aurait le droit de le dire, je trouve qu'il aurait le droit de le dire. Pour lui, enfin, en gros, d'après ce qu'il a dit, l'Équateur avant lui n'avait rien fait. Et il n'a pas totalement tort sur le discours au niveau de la progression et de l'équipe. Non, parce qu'on l'a dit, c'est que des parcours. C'est que des éliminatoires. Oui, c'est ça. Des éliminatoires pour l'instant. C'est ça. Donc forcément, un mec qui arrive et qui vient te dire ça, qui plus est en plus qui n'est pas équatorien, tu vois. Donc, t'es obligé de te dire que, ok, il va falloir que tu montres sur aussi un peu le terrain parce que, comme on l'a dit, t'as une sacrée génération, mon bonhomme. Donc, ok, tu viens avec cette image-là. Maintenant, la réalité, c'est qu'on l'a dit, l'Équateur depuis 2024, donc depuis sa prise de pouvoir, c'est compétitif. Donc, ça a l'air de coller, ça tient. Donc, est-ce que là, pareil, dans cette fameuse évaluation, est-ce que tu penses que c'est le coach qui est en capacité de pouvoir amener aussi cette équipe d'Équateur en demi-finale, sachant que c'est un ovni pour, pareil, le grand public. Le grand public, il l'a pas.
Ouais, j'imagine bien. Ouais, c'est sûr que BKCC, même déjà pour les suiveurs d'Amérique du Sud, c'est pas forcément le mec évident, même si bon, il commence à quand même se faire connaître, et il y a notamment avec sa bouche. Mhm. Mais malgré tout, je pense que c'est un coach qui, dans ce contexte uniquement, je parle pas pour la suite, je parle uniquement de ce contexte, a tout à fait les armes pour amener cette équipe très loin. Ok, donc ça colle. Même si pour l'instant, il n'a pas encore les refs, et après, on va lui laisser aussi, il a 45 ans. Hein. Donc, c'est encore une fois un jeune entraîneur. Mais même s'il n'a pas les refs, toi, tu te dis que ça peut peut-être être son moment, en fait. Son moment aussi pour faire, lui, justement, faire passer ce cap-là à l'équipe, mais aussi à lui. Parce que là, autant se dire, hein, si le bonhomme, il arrive à te mettre l'Équateur en demi-finale, derrière, sa carrière, elle change. Hein. On va être d'accord. Hein. Totalement, hein. C'est sûr qu'il va être sollicité en Europe, hein. Mais ça serait une erreur. Peut-être des fois, je pense que tous les contextes sont pas forcément bons. Que bon, après un moment, faut faire des choix pour avancer dans sa carrière. Mais si c'est un Chelsea qui vient le chercher parce qu'il le voit un petit peu comme le crack de 15 ans qui vient de jouer 10 minutes en Ligue équatorienne. Déjà, tu as dit un truc qu'il faut pas. Déjà, le Chelsea, en ce moment, faut pas y aller. Vraiment, pour ta carrière. Alors, depuis le rachat. Pour ton compte en banque, c'est peut-être génial. Peut-être c'est cool. Mais par contre, pour ta progression en tant qu'entraîneur, ok, je suis pas. Alors, tu me diras, Maresca, il est passé de Chelsea, il a récupéré Manchester. Après, Maresca, il avait rien eu. Enfin, avec tout le respect, il avait rien avant. Enfin, ok, c'était un joueur correct. Oui, c'est un joueur correct, mais pas un. Moi, quand on m'a dit Maresca, je me suis rappelé que c'était un joueur, mais vite fait, hein, pour être très honnête. Moi, c'est plus ma génération. Ouais, c'est sûr. Mais il a joué quoi en Angleterre la majorité de sa carrière? C'est juste pour ça, non? T'as dit quoi? C'est un Italien qui a joué la majorité de sa carrière en Angleterre, c'est ça? Plus Espagne, parce que il passe au Séville, il passe à Séville et il gagne la coupe, à l'époque, je crois que c'est encore la Coupe UEFA ou enfin l'Europa League avec Séville, et c'est un joueur qui est formé à la Juve et qui en fait avait une belle comment dire, une belle patte technique. Ah ok. Mais c'était un espoir de la Juve à l'époque, quoi. Ouais, c'est ça, c'était un espoir de la Juve. Il n'a jamais réussi à passer le step au-dessus, mais c'était un beau joueur de foot. Faut être très honnête, c'était plus un 6-8, mais avec une belle patte. Et derrière, t'as raison. Quand tu le vois récupérer Chelsea, c'est un peu. Ça parlait pas du tout. Hein. Bah oui. Mais en même temps, j'ai l'impression que, je sais pas si t'es d'accord, dans le foot d'aujourd'hui, il y a de moins en moins de logique sur les coachs. C'est-à-dire que les noms, tu vois, moi j'en ai moins en moins d'évidents. Alors que, tu vois, il y a 10 ans, quand je supportais Nantes, tu vois, les 5 noms évidents, je les avais, tu vois. Aujourd'hui, des surprises dans le coaching, c'est rare. Et pourtant, on en trouve, tu vois, sur les nouveaux coachs, ouais, on a des noms qu'on connaît pas du tout, tu vois. C'est un mix des deux, tu vois. C'est-à-dire que t'as l'impression que c'est les. Ouais. Non, vas-y. Et pour le coup, ça peut être le cas d'un BKCC qui, alors je te dis pas forcément correspond à cette. Après, c'est pour l'Europe aussi, parce que BKCC, il serait, je sais pas, espagnol, on le connaîtrait quand même. Bah, c'est je sais pas par quoi on pourrait le comparer. Enfin, le mec serait passé, je sais pas, au moins par un top 3 Espagne, je l'ai pas en tête. Par l'Atlético. Je sais pas, l'Atalanta, et il aurait fait aller à un Dortmund. Donc tu vois, bien sûr qu'on le connaîtrait. Enfin, faut voir les clubs qu'il a fait. Je te jure que c'est loin d'être. On les a passés, je te garantis. Je sais pas, en Europe, qu'est-ce qu'on pourrait comparer? Parce qu'en plus, là, je l'ai pas en tête, tu vois, d'une nation européenne émergente comme ça. Allez, le Portugal, même si on devrait pas considérer le Portugal comme ça, c'est un peu l'idée, tu vois. Ouais. Et encore, à la limite, c'est encore peut-être le step au-dessus. Bon, écoute, en tout cas, on va attendre de voir ce que ça peut nous donner, mais moi, j'entends bien, ça peut être son moment aussi. Bien sûr. Et avec FCC, et aussi avec le groupe, on va dire, qui suit le coach, parce que, attention, toujours à préciser, bien sûr, il y a le niveau des joueurs, bien sûr, il y a les qualités techniques et tout ce qu'on veut, mais dans une Coupe du Monde et dans un tournoi international en général, il y a aussi cette espèce de truc, d'aspect mental, enfin pas mental, mais de vie de groupe, d'entraîneur qui tient son groupe. Pour moi, c'est super important d'avoir l'entraîneur qui tient son groupe, on va dire du début jusqu'à la fin. Alors, tu peux avoir des petits couacs. Tu vois, tu peux avoir un entraîneur qui peut-être hésiter sur un match. Je me fais pas trop de soucis. Hein. Mais là, pour ça, tu vois, j'ai l'impression qu'il tient son groupe. J'ai l'impression que les mecs suivent. Et... Pour moi, peu importe l'équipe que tu as, attends, tu te rends compte, je vais revenir sur la stat. 18 matchs,
Ouais. Ils ont affronté 2 fois les meilleures nations sud-américaines. Ils ont pris 5 buts en 18 matchs, dont trois de ces 5 buts, donc ils ont encaissé que 2 buts en 15 matchs. Et ils ont encaissé leurs 3 premiers buts, les 3 premiers matchs. Enfin, Ouais, les 3 premiers matchs. Non, mais ça te montre 2 bien que buts, oui. 2 buts en Justement. 15 matchs, qui fait ça? En foot de sélection, qui plus est pour des éliminatoires. Là, on n'est pas juste sur une Nations League ou un truc un peu dans le genre. Là, on est vraiment sur un truc qui va compter. Là, la stat, elle est quand même. L'Amérique du Sud, hein. Ouais, c'est ça. On est en Amérique du Sud, t'as raison. Bon, maintenant, allez, maintenant qu'on a fait tout ça, là, maintenant, c'est on va dire limite la partie la plus intéressante. Allez, jetons-nous un peu dans les pronos et qu'est-ce qu'on voit un petit peu pour ces matchs-là. Donc, là, je le passe. On va commencer déjà, et là, je pense que mon copain va déjà être d'accord, mais le 15 juin 2026 à 1h du matin à Philadelphia, franchement, le Côte d'Ivoire-Équateur, on est d'accord que c'est mon match préféré, c'est le match que j'ai coché quand j'ai vu le groupe. Bah ouais. Et alors peut-être qu'on fait un peu les hipsters en disant ça, parce que il y en a d'autres. Non. Moi, je pense que si t'es vraiment un connaisseur du foot. Bah ouais, t'as envie de voir ça. Moi, je te le dis, tout le monde me prenait pour un hipster quand j'ai vu que c'était France-Côte d'Ivoire à Nantes. Je peux vous assurer que le plus heureux, c'était moi. Je voulais 2 matchs. France-Brésil, France-Côte d'Ivoire. J'ai eu France-Côte d'Ivoire. Je suis heureux. Hein. Ah non, mais en plus. Ou l'Équateur à la limite, mais il n'y aurait pas eu France-Équateur. Ah, écoute, il y a déjà eu, je crois, c'est pour en 2008, je crois. Ouais, mais c'est pas le cas. La majorité du temps, tu sais, avant la Coupe du Monde, c'est toujours le même truc. C'est une nation européenne et une nation africaine. C'est toujours pareil. Enfin, une top nation africaine. C'est toujours le même truc, la France, là-dessus. Donc, en tout cas, là maintenant, 15 juin 2026, 1h du matin, Philadelphia, Côte d'Ivoire, Équateur. Là, pour toi, parce que je sais que justement, tu viens de me faire un petit teasing, je sais que tu j'ai vois. Pour la Côte d'Ivoire aussi. Oui, que tu as un poisson pour la Côte d'Ivoire. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le duel de tes équipes. Mes 2 équipes préférées, hein, pour être très honnête, c'est ça. Donc là, tu vois quoi, un match nul? Là, tu vois un bon vieux match nul entre les deux? Jeudi, j'ai dit aux Ivoiriens que je les voyais finir premier, tu vois, parce que j'étais dans le truc de l'euphorie, mais non, moi je pense que ouais, un petit 1-1, ça serait pas impossible, mais s'il y en a un qui doit gagner, je pense que c'est l'Équateur. Ok. Moi, je vais pas te mentir, je vois un match nul. Je vois un match nul entre les deux. Par contre, c'est ce qu'on va espérer tous. Je pense qu'on va être surpris et que ça m'étonnerait même pas que l'Allemagne ça fasse 4. Non, 4. Non, mais on va se dire que je fais que dire de dinguerie. Je vous jure, cette Allemagne, j'ai pas confiance en elle. Non, mais arrête, ça va pas finir derrière Curaçao, mon copain. Non, mais ok, d'accord. Non, mais oui, d'accord, c'est Curaçao, mais regarde, c'est l'équipe B des Pays-Bas, en fait. Ah non, Curaçao, ça va jouer couteau entre les dents H24. L'Allemagne, souviens-toi l'Allemagne en 2018. Ils sont avec Mexique, je crois, et Corée du Sud. Tu te dis, mais jamais ils finissent en dessous de la deuxième. Ça se fait péter contre la Corée du Sud, ça se fait péter contre le Mexique. Là, je te le dis, c'est encore plus fort pour moi. Ça, là, les deux, là. Et l'Allemagne a une moins bonne génération pour moi. Alors, on va me dire, oui, il y a quand même Musiala et tout. Ouais, ok, il y a Musiala Wirtz. Pour moi, c'est moins fort que la génération Rice. Mais c'est mon avis. Hein. Non, mais après, ça peut se défendre. Maintenant, pour moi. Il y a de la fraîcheur en Allemagne, c'est vrai, il y a du Pavlovic et tout. Mais pour moi, tu vois, le principal problème de l'Allemagne, c'est est-ce que tu es capable de me citer 2 top défenseurs mondiaux allemands? Non, les défenseurs allemands, là, je suis. Historiquement, les mecs qui te font peur, on va pas rentrer dans les trucs historiques, le grand blond aux yeux bleus qui fait 2m15, c'est l'allemand, hein, c'est le méchant de l'histoire. C'est comme les Italiens, enfin un Italien qui n'a pas de défense, c'est bizarre, non? Enfin, je sais pas. Les Allemands ont toujours eu des grands défenseurs. On est arrivé à un stade où maintenant, en fait, ce qu'on voit, on va dire comme profil et comme prototype, c'est tellement à l'opposé de ce qu'on a pu avoir pendant 40 ans, 50 ans, et même avant que moi je fais le foot, comme tu viens de dire, le Franz Beckenbauer, alors ok, bien évidemment, joueur extraordinaire, tellement classe, mais t'inquiète pas que quand il fallait aller casser, je dis pas casser une jambe, mais quand il fallait être rugueux et bien méchant, t'inquiète pas qu'il était là. Et de la même manière côté italien. Donc là, maintenant, moi, ce que j'entends là, dans ce que tu me dis, c'est que dans ce fameux groupe de l'Équateur, donc la Côte d'Ivoire, ça va être compliqué. Okay, on va être sur un 50-50. Curaçao, ça doit être 3-0 rien. S'ils ne font pas 3-0, ils peuvent rentrer chez eux. Ça doit être le match coché. On est bien d'accord. C'est le deuxième match en plus.
Et après, tu as l'Allemagne. Et moi, je vais te dire, là où est peut-être l'avantage ou le désavantage, je sais pas. Ça, dis-moi. Mais est-ce que jouer tout de suite le match, pas coup près, mais tu m'as compris, c'est-à-dire le match avec l'adversaire sur lequel tu vas être vraiment en compétition, est-ce que tu penses que ça aurait pas été mieux de débuter par Curaçao et de prendre confiance avec peut-être un bon score plutôt que là de rentrer direct? Parce qu'attention, si tes copains ivoiriens, parce qu'attention, si tes copains ivoiriens, ils viennent à remporter le premier match, ça te met c'est les pas étonnant, hein, ils ont une super équipe. Mais je te l'ai dit, pour moi, Équateur, Côte d'Ivoire, tu le mets dans l'ordre que tu veux, ça finit premier, deuxième. Les Allemands, je les vois pas top 3. Je les vois pas dans le top 3. Tu les vois top 3. Non, voilà. Ouais, troisième, et ça met, tu vois, je serais pas choqué qu'ils fassent quatrième, en fait. Hein. Non. Non, mais je sais, non, mais là, Curaçao, c'est capable. Je peux pas. D'accord, mais bon, on le ressortira, je sais pas quand, le 25 juin, dans 14 jours, on en reparle. Ça va, d'ailleurs, ce groupe se termine tôt, parce qu'il y en a, c'est le 29. Tu verras, les Allemands, ils feront quatrième, et tu auras Bildt qui pleurera et qui fera « c'est encore la faute des Français qui ont triché avec l'arbitrage ». Voilà, parce que les Allemands sont de mauvais perdants, mais voilà. Avec quoi? Avec Clément Turpin au sifflet? En fait, c'est ça, ils vont s'énerver avec un Clément Turpin au sifflet. Non, Stéphanie Frappard, non, elle n'est pas là. Oh, non. Laissons-la. Laissons-la en dehors. Maintenant, ok. Donc, ce que tu me dis, c'est que là, premier ou deuxième, c'est pas, j'ai compris, c'est ta vision du groupe. Donc, si on doit se projeter un tout petit peu, premier ou deuxième, sur le tableau, ça nous donne, premier, tu joues un troisième de groupe. Donc, tu te simplifies quand même un petit peu la donne. Alors que si tu es deuxième, tu rencontres le deuxième du groupe I. Et alors, attends, je revérifie. Le deuxième du groupe I, le groupe I, c'est quoi? Mes copains, 2 secondes, que je te dis ça. Le groupe I, c'est le groupe de la France. Ouais. Donc, si tu termines deuxième, tu joues contre le deuxième de France, Sénégal, Norvège ou Irak. France-Équateur, on sort. Je te le dis. En 8e, on sort. J'en suis certain. Non, je sais que tout le monde va dire, tout le monde va penser que je dis ça parce que non. Enfin, si tu regardes bien cette équipe de France, déjà, on commence déjà avec les polémiques autour de Cherki et tout. Enfin bref, c'est le bordel. Et je sais pas, je sens pas un groupe comme en 2018 où c'était des copains. Genre là, pour moi, c'est tous des professionnels qui sont là un peu dans leur coin. Et ils se côtoient parce que voilà. Mais il y aura ZZ qui va arriver dans 6 mois, ils vont peut-être encore parler pour certains. Ils en ont plus rien à foutre. C'est Didier qui unit un peu comme dans une famille, tu vois, t'as le grand-père ou la grand-mère qui tient la famille, et une fois qu'il décède, les cousins et tout, ils s'éloignent parce que voilà, il n'y a plus personne pour tenir la famille. Je vois ça un peu avec Didier, tu vois. C'est-à-dire Didier va les cadrer, mais j'ai pas du tout confiance en Mbappé en 9, Dembélé en 10, Cherki en relayeur avec Olysée. Alors c'est sympa, c'est vraiment top à regarder. En Coupe du Monde, je n'y crois pas. Et non, mais t'as raison. On finira pas 3e déjà, donc bon, je pense pas qu'on va affronter la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ou l'Équateur. Mais tu les vois pas. Mais si donc là, par exemple, moi, attends. Donc là, qu'on soit clair, si l'Équateur donc venait à terminer premier, donc on l'a dit, il termine face à un troisième de groupe, et donc potentiellement, c'est pour ça que tu as anticipé le truc, potentiellement, il rencontrerait en 8e de finale le premier du groupe de la France. Donc, potentiellement, donc la France. Et donc, pour ce 8e de finale, pour aller au bout de ce que tu dis et de rester cohérent, le France-Équateur, pour toi, justement, avec ce que tu commences à nous dire de la France et ce que tu pourrais sentir. Je vois que 2 équipes en Europe qui peuvent les faire chier. Je vois que 2 Europes. Pour moi, il y a Espagne-Portugal, le reste, ça n'a pas le style pour les faire chier. Parce que le Portugal, je pense que beaucoup voient ça comme étant pas ouf. Parce que le Portugal n'a pas l'attaque la plus fire du siècle. Ça, c'est vrai. Mais la défense, franchement, j'ai rien à redire sur le Portugal. Défense et milieu, voilà. Et Espagne, pareil, en fait. Enfin, non, l'Espagne, c'est peut-être un peu moins bon en défense centrale. L'Espagne, en fait, tu peux avoir des avantages à droite et à gauche, mais en plus, tu ajoutes à ça, tu ajoutes Yamal, en fait. Donc, en fait, tu ajoutes le facteur Yamal. Donc, après, peut-être. Je pense que ça va être le jeune de la Coupe du Monde, c'est un peu comme Pogba en 2014. Ça va être lui la star, le jeune. Comme Mbappé 2018.
façon. Voilà, c'est ça. un peu ça. Ça va être l'attraction. Donc après, peut-être positivement ou négativement, ça, on verra bien. Après, je Mais pense en qu'il tout n'aura cas, jamais l'impact de Bapar parce que, tu vois, Mbappé, c'est vraiment sa première compétition internationale. Yamal, ça fait 2 ans, ça y est, maintenant que tout le monde connaît Yamal. ah ben non, parce que on Mais va bon, dire il a 17 ans. oui, mais tu es obligé de constater que vu son Euro 2024 et son importance dans le bien évidemment. dans le parcours de l'Espagne, t'es obligé. C'est pas En fait, Iñaki Williams, enfin c'est pas Nico Williams, ah avec oui, tout le respect pour Nico ah Williams. oui, Puis le on les a Barça, vus. cette année, pour moi, c'est l'année. Enfin, je mettais pas des doutes sur Yamal parce que j'avais aucun doute que c'était un top joueur mondial, mais être un top mondial dans une conversation de 3 joueurs, on va dire, avec Kane, Olise et on va dire aller Dembélé, même si j'ai du mal à dire que Dembélé c'est un joueur évidemment Ballon d'Or, même si j'adore ce qu'il fait, hein, mais c'est que j'ai du mal à, avec l'impression des efforts qu'il fait en saison, notamment au PSG cette saison en Ligue 1, j'ai du mal à me dire qu'il est niveau Ballon d'Or, mais bref, c'est un autre débat. Yamal, cette saison, ça a été exceptionnel, quoi. Enfin, il suffit d'aller voir les stats. Pour moi, c'est vraiment sa saison la plus aboutie. Ok, on peut dire que ça sort contre l'Atlético, il y peut rien. L'Atlético était juste meilleur. Voilà, tu peux pas lui remettre les fautes, en fait. Puis si un jour, si un jour le Barça avait décidé d'acheter des défenseurs, peut-être que ça pourrait peut-être les aider, peut-être. Je sais pas. Hein. Mais je crois qu'apparemment la priorité c'est d'acheter Anthony Gordon. Oui, donc, puis non, c'est d'acheter Anthony Gordon, Alvarez. Et les deux clowns, là, que ce soit le Real ou le Barça, qui balancent des 150 millions, qui disent « Ah, 150 millions, ah bah c'est sûr que dans l'Atlético, ça va sonner 500. » Non mais les gars, ils viennent de se faire acheter il y a 2 mois, non j'abuse, il y a 4-5 mois, par un fonds d'investissement, et qui sont déjà, maintenant ils sont 2e ou 3e club le plus riche. Les cocos, vous n'avez pas capté qu'ils sont plus riches que vous, en fait, que le Barça. Parce que le Barça, ils sont riches de leurs actifs passés, pas des actifs présents. L'Atlético a des actifs présents extrêmement monstrueux. Hein. Mais en fait, les chiffres, vous allez voir. Tu l'as dit, en fait, le problème, et après on arrête là-dessus, c'est qu'en fait, ces deux clubs-là, en fait, ne voient pas en fait ce qui est en train de changer, ce qui est en train d'évoluer. En fait, leur base et leur, on va dire leur histoire ne se changera pas, la fanbase, comme on dit, elle restera. Par contre, les choses évoluent et que ce que pouvaient peut-être obtenir ces deux clubs par le passé, bah maintenant, t'es dans une époque où c'est beaucoup plus compliqué. Tu me diras, il y a 10 ans, bon, ils ont déjà fait des erreurs par le passé, mais il y a 10 ans même, le Barça et le Real ne faisaient aucune erreur sportive. Tous les choix étaient cohérents. Non mais regarde, il y a 10 ans. Non mais regarde, il y a 10 ans, les choix. Tu viens de le dire. Tu vas chercher du Rakitic. Tu vas chercher quoi? Rakitic, allez, t'as Thuram que t'as raté. Le Real, ça allait chercher quoi? Ça allait chercher Rames. Bon, ok, ça n'a pas marché, mais bonne idée. Asensio, enfin, ils ont quand même eu des résultats, tu vois. Ça suivait une certaine logique. Aujourd'hui, excuse-moi, quand la propagande actuelle du Real, c'est Haaland et Alvarez, alors que t'as Vinicius, Bellingham, Rodrigo et j'en oublie. Alors, les gars, mais tu me fais mal à la tête pour José Mourinho. Je me dis, voilà, non, mais je suis José, j'ai envie de tirer le balle. Pour José qu'on connaît, qui est un apôtre du jeu défensif, bah oui, allons rajouter. C'est la défense, hein. Le problème au Real, c'est Rudiger, c'est Husten, c'est même Militao qui a été bon, c'est pas toujours. Oui, et puis attention, ça peut se relancer avec Konaté, mais est-ce que véritablement Konaté. Konaté, là, il est tranquille. Enfin, je l'aime beaucoup, hein, bravo Hibou, franchement, belle carrière, mais je pense qu'elle est finie sa carrière à Hibou. Genre, il a réussi son petit braquage, il est allé se sécuriser au Real, il est allé prendre ses 15 millions de mètres par an. Voilà, bien joué Hibou, mais ça ira pas plus loin. Je sais même pas comment des mecs peuvent le comparer à Varane. Il a une très bonne saison en PL. Le reste, c'est de la merde. Ah ouais, non, c'est très. Il y a une grosse hype. Après, il y a aussi cette entente avec Upamecano qui a aussi fait que pendant un temps, Deschamps a misé sur ça. Et puis après, il était bon, hein, aucun problème là-dessus. Mais il avait aussi pu surfer là-dessus, sur cette alliance avec les deux, parce qu'ils se connaissaient depuis X temps, ils avaient joué pendant X années ensemble, et que oui, véritablement, quand les deux sont à leur max, clairement, c'est une défense centrale. Mais alors, on parle pas d'un Hibou Konaté dans sa meilleure forme. Moi, je parle du Hibou Konaté depuis 1 an et demi, bientôt 2 ans. C'est ça, c'est de lui qu'on parle. Donc, pour revenir un peu, recoller, on a digressé un tout petit peu, pour recoller, on va dire, à notre fin de débat sur l'Équateur, bon, on est d'accord que premier ou deuxième, quoi pour toi, l'étape, on va dire, qui pourrait être suivante, avec peut-être potentiellement les Bleus en 8e de finale,
c'est quelque chose qui, pour toi, est anticipé et vraiment au-delà de la blague. C'est-à-dire, bon, au-delà Non, de. non, non, mais je le pense vraiment. Ouais, c'est-à-dire que au-delà de la vie personnelle, c'est-à-dire que vraiment, toi, tu penses que France-Équateur, la France peut tomber dans un traquenard et se faire sortir par Je suis l'Équateur. pas C'est aussi vraiment. pessimiste que tout le monde sur le fait qu'on va faire une Coupe du Monde Kata. Ça, c'est mon Ouais. point. Par contre, tu mets un Équateur, tu mets même une Côte d'Ivoire, hein, même si le deuxième mi-temps qu'il y a eu à Nantes, c'était pas la réalité parce que les joueurs, Didier a fait tourner, il a ressourcé, même si bravo pour la victoire. Je pense que c'est des équipes qui peuvent nous faire chier. Moi, je pense pas que c'est l'Europe qu'on doit tant que ça craindre. Hein, Ouais, c'est plus sur les autres types de football sur lesquels ça peut poser problème. Typiquement l'Équateur, et attends, je tiens à signaler, par exemple, Independiente del Valle, et puis Mhm. même l'Équateur en général, je sais pas si tu es au courant, c'est comme le Pérou, c'est comme la Bolivie. Voilà, bon, bah, on est à 3000 mètres. Bon, bah, dis donc, c'est plat aussi. Donc, en fait, aller jouer au Mexique, aller jouer où tu veux, et même pour la chaleur et pour respirer, enfin, il y a plein de conditions que les Équatoriens, bien sûr, auront des facilités face à nous. Eh oui, c'est ça. C'est que mine de rien, dans C'est une équipe qui a un compétition. gros impact physique. Hein. Eh oui, c'est ça. Et la France n'aime pas ça. Hein. Moi, on l'a vu notamment parce que première mi-temps, Côte d'Ivoire, bon, certes, on mène, mais et je sais pas si on peut quand même prendre ça comme truc, mais bon, la première mi-temps, j'estime qu'elle était quand même dans une logique de Coupe du Monde, Mhm. même s'il n'y a pas encore tous les automatismes et qu'on n'y est pas encore. Sur l'impact physique que nous a mis la Côte d'Ivoire, je trouve ça dangereux quand même. Je veux dire, et puis surtout, on parle quand même de joueurs internationaux, ok, ils se valent, hein, je pense que les joueurs, il n'y a plus une si grande différence que j'expliquais. C'est-à-dire que surtout sur un match international, les joueurs, on voit moins la différence qu'en club. Malgré tout, je trouve ça plutôt inquiétant, moi, la France. Hein. Ouais. Donc, ok, ça va dans le sens que si on peut se retrouver avec un France-Équateur en 8e, tu peux Grosse avoir des défense, arguments. tu mets pas de but, tu vas en prolongation, tu te prends un but sur un corner. C'est typiquement ce qu'on pourrait se prendre dans la gueule. Et après, pour aller dans ton sens, c'est-à-dire que On si n'a ça pas de vient. créateur, enfin si on a un créateur, mais c'est pas un vrai meneur de jeu. Si ça vient à se passer, logiquement, tu vois, si la France passe à travers contre l'Équateur, derrière, ça fait un Équateur quart de finale. Et là, j'avoue que ta prédiction, on va dire, de demi-finale. Et tu regardes, en fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est des parce tableaux. que mentalement, tu passes un cap. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, en fait, ce fameux gap qui est appelé par BKCC en mode, bon, bah, jusqu'à présent, on n'a rien fait. Alors, oui, peut-être que c'est pas un titre si là, tu sors les Bleus en 8e de finale. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, tu as envoyé un véritable message avec un truc Pour qui la reste confiance, pour les parce que générations au niveau de suivantes. la qualité, c'est ce qu'ils ont. Ils l'ont, la qualité. Mais au-delà de ça, je pense que la Côte d'Ivoire, pardon, l'Équateur, comme on disait, et c'est ce que je regardais quand je faisais mes simulations, en fait, c'est vachement une Coupe du Monde. Tu passes ton 8e, tu peux avoir quart, demi, c'est des adversaires que tu vas péter, qui sont pas si ouf sur le papier. Ouais. Genre parce qu'en fait, tu vois, en fait, avec le fait de nouveaux groupes de 48, c'est ce qui peut se passer. C'est un peu comme la Champions League il y a quelques années, tu sais, avec tout le respect pour Milan, il y avait Milan et Porto, d'un autre côté du tableau, et de l'autre côté, tu avais Real City, PSG, Barça, et de l'autre côté, tu sais, tu avais plus, même si j'adore cette compétition, une poule Europa League. Bah là, c'est un peu ça. Selon du côté du tableau et ta chance, tu peux te retrouver qu'un parcours, un peu comme le Real Madrid à l'époque en 2016, c'est Wolfsburg, PSV Eindhoven, enfin que des clubs comme ça, et tu arrives en finale, et là, tu as le gros, et tu sais pas en fait sur une finale. Tu vois, c'est la finale. S'ils vont en finale, ils se retrouvent contre le Brésil. Imagine, bon, là, on en est très loin, mais imagine, eux, ils doivent se dire sur le live, il est fou ce mec, qui l'a invité. Si tu as une finale Brésil-Équateur, personne ne l'aura vu parce que déjà le Brésil s'est pas vu. Mais tu as un grand monde où c'est bien le Brésil qui est le cours de l'histoire. Neymar est allé en finale, Neymar est là, mais Neymar se fait battre par une équipe sud-américaine et c'est pas l'Argentine. Mais écoutez, là, vous on avez est très entendu. loin, mais je vous l'avance comme ça, mais Non, mais soyez pas surpris. Soyez vraiment pas surpris. Au-delà de ça, c'est ça que je vois. C'est que, et après, c'est un parti pris qui est assumé. Et de toute façon, sur la chaîne, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse. On donne aussi nos sensibilités, que ce soit sur les matchs qu'on voit, sur les équipes qu'on connaît, et sur, là, pour le coup, de l'avant-match et de l'avant-compétition. Donc, bien sûr que peut-être dans quelques semaines, on écoutera ta vidéo, la mienne, ou plein d'autres, et qu'on sera passé à côté. L'objectif, c'est évidemment de se rapprocher au maximum de ce qui peut se passer, mais c'est surtout, pour moi, l'important, c'est de donner notre sensibilité au moment où on fait le débat et de se dire, bah non, en fait, véritablement, moi, je vois cette équipe-là
en capacité de surperformer. Et c'est pas un jeu, c'est pas forcément une histoire de hype ou pour attirer l'attention, c'est véritablement ce que tu penses. Je te connais, je commence à te connaître, mon copain. Je vois bien que c'est un avis assumé. Tu l'as assumé là depuis le début de depuis le début de ce live, et tu as donné les arguments, que ça soit par la qualité de l'effectif, le football local, la qualité du coach, et on va dire l'ensemble du football équatorien qui va dans le bon sens depuis maintenant plusieurs années. Bon, bah écoute, moi c'est assumé. Tous les signaux sont verts. C'est juste Voilà, et peut-être qu'au final, là tu dis, on va peut-être rigoler dans quelques temps, mais si ça se trouve à l'inverse, peut-être que tu es le visionnaire. Là, peut-être que tu es le... Moi, je te dis, j'aurais été allemand, je me serais dit, scheisse, comme ils disent, c'est la merde, là, c'est la merde. Ah non, je te dis, la Côte d'Ivoire, relou, parce que la Côte d'Ivoire, parce que on parle souvent du Sénégal et du Maroc à juste titre, hein, c'est des superbes équipes. Non, mais elles sont attendues. C'est La Côte d'Ivoire n'est pas attendue, et l'Équateur, malheureusement, alors qu'il devrait être attendu, parce que ils n'ont rien à envier à ces équipes aussi pareil. Tu vois, c'est exactement pareil. Et c'est même des crans au-dessus. Hein. Pour moi, vraiment, l'Équateur, c'est la deuxième meilleure équipe d'Amérique sud-américaine. Et c'est pour ça aussi qu'on vient à faire ce débat. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, sur la chaîne, hein, les copains, si vous voyez bien, on n'a pas fait la question pour le Brésil et pour l'Argentine. C'est bien aussi parce que c'est pas que juste pour se démarquer et aller sur des sélections qui sont peu traitées. C'est aussi parce que l'Équateur, on l'a dit à plusieurs reprises, au moment où on parle, alors peut-être pas sur le classement FIFA, parce que on le sait, le fameux classement FIFA, ça reprend tout un tas de compétitions depuis des années. Donc forcément, on l'a dit, l'Équateur qui a toujours été habitué à naviguer entre la 40 et 50e place, bah, tu remontes pas directement dans le top 10 évidemment, ça prend avec des bons parcours. Par contre, la réalité, c'est qu'au moment où on parle, l'Équateur, c'est deuxième dans la zone Am Sud, devant le Brésil, devant l'Uruguay et juste derrière l'Argentine. La stat, elle est complètement folle. 5 buts encaissés en 18 matchs, dont les trois premiers pour les trois premiers matchs. Tu vois, je regarde tu vois, là je suis sur le top 10, donc je pense que tu l'as en tête. Argentine première, deuxième Espagne, troisième France, quatrième Angleterre, cinquième Portugal, sixième Brésil, septième Maroc, huitième Pays-Bas, neuvième Belgique, dixième Allemagne. Pour moi, il rentre totalement, on va dire, top 5, top 6. Pour moi, c'est le cinquième, sixième favori de la Coupe du Monde pour moi. Voilà. Donc là, vous l'avez entendu. Si vous n'étiez pas au courant, les gars, cochez là dans vos petites applications MPP, dans tout ce qui va. Si vous êtes joueur et que vous aimez bien jouer, alors attention, jouer comporte des risques et vous pouvez tout perdre. Si vous êtes joueur, jouer l'Équateur, ça peut être la surprise. Vous nous remercierez peut-être, et encore une fois, hein, l'objectif c'est pas d'inciter au paris sportif et tout ça. Mais c'était juste pour faire la petite blague. Mais t'as raison, et t'as totalement raison. Si vous avez l'occasion sur peut-être un combo ou ce que vous voulez, je l'avoue. Déjà les codes, j'ai regardé, elles sont jolies. Hein. Bon, voilà. N'hésite pas à parier, attention, c'est de l'argent perdu. Partez du principe que c'est de l'argent perdu. Mais s'il y a, voilà, on va dire, dans la limite du raisonnable, comme tu viens de le dire, là, franchement, on a été bien. 2-3 euros et tu fais 20 euros, c'est possible. C'est possible. C'est vraiment Donc, possible. évidemment que les matchs contre, et je pense que ce sera le bon moyen de terminer, c'est-à-dire que au-delà même de ce que va nous réserver l'Équateur, juste le Côte d'Ivoire-Équateur et le Allemagne-Équateur, je te le dis, mon copain, moi, ça fait partie des matchs que j'ai vraiment. C'est à cocher. Pour moi, il y a des groupes qui sont pas ouf, pour être honnête. Ouais. Il y en a certains. Groupe-là, dès que je l'ai vu, j'ai fait. Ça va être le groupe qu'il faut regarder. C'est que ce soit Curaçao, pareil. Tu peux avoir aussi le groupe des Bleus, parce que mine de rien, alors évidemment, on est en France. Oui, France-Sénégal. Mais France-Sénégal et France-Sénégal, France-Norvège et donc Sénégal-Norvège avec. Ouais, moi j'aime quand même pas mal le style d'opposition entre les trois, tu vois. Ça me hype. Mais après, t'as raison, on va pas se mentir, le groupe Canada, Bosnie, Qatar, Suisse. Bon, c'est pas non plus celui qui est le plus éclatant à préparer. On va être clair. C'est pas ouf, Pjanic est plus là. Enfin, la Bosnie, moi, j'en attends rien. Le Canada, qui pareil, qui a un peu syndrome, justement, Équateur, qui passe jamais les huitièmes, les quarts. Les huitièmes. Canada, en fait. Est-ce que on peut le dire, je pense que dans quelques heures, peut-être demain,
on va peut-être faire un petit focus sur le Canada Tout à pour fait, voir un hein. peu. C'est toi pour qui voir un gères, peu peut-être dans quelques heures, on n'en sait rien. Il y aura un petit focus sur les Arabes caribous. Hein. Oui, parce que pour le coup, on parle très souvent, évidemment, comme pays organisateur des États-Unis. On parle un peu moins du Mexique, mais il y a aussi évidemment le Canada qui reçoit tout un tas de matchs. Donc attention. Toronto et Vancouver, si je dis pas de bêtises, et qui devaient avoir Montréal, mais ils sont retirés parce que Infantino devait mettre une douille. Je crois qu'ils avaient prévu 80 millions de coûts, et Toronto, ils sont à 590, je crois, là, millions. Ouais, ça va. Et sachant que c'est contribuable qui paye, hein, donc un plaisir. Ouais, ça c'est voilà. toujours. C'est comme des JO, une Coupe du Monde, un euro. Ça fait plaisir, mais. Oui, ça fait plaisir. Oui. Ça fait Puis on est tous très contents d'entretenir les infrastructures. Hein. On est tous très contents. Bien sûr. On est tous très contents. C'est tous bon. Bon, merci mon copain. Merci. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Donc merci à toi. Merci à toi. C'était bien sympa parce que tu as vraiment en plus apporté tout un tas d'infos sur l'Équateur. Et on termine dessus. Vraiment, pour Chad, c'est pas des conneries. Non, je le pense vraiment. Il est solide sur les appuis. Il continue de rester sur dernier carré pour nos amis équatoriens. Donc, si vous êtes équatorien et que vous voyez cette vidéo, prenez de la force parce que là, vous avez un copain parmi nous. Bah, il y croit pour Côte vous. d'Ivoire et Équateur, c'est mes chouchous. Hein. C'est dit et c'est assumé. Et ça, c'est ça que j'adore. C'est qu'au moins, on prend des responsabilités. Et après, bah, si on se trompe, on se trompe. Mais alors, par contre, si on a visé dans le mille, bon, bah là, mon copain, celle-là, tu pourras la ressortir et pourras faire le malin. Parce que là, vraiment, tu auras été le visionnaire. Donc, merci à toi. Vraiment plaisir d'avoir fait ce débat avec toi. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Il sera aussi dispo en podcast dans quelques dizaines de minutes. Laissez-moi juste le temps de faire le montage. Ça sera dispo sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et tous les autres. Et puis, on revient très vite parce que dans moins de 24 heures, les copains, bah, c'est le début de la Coupe du Monde. Donc, ça va vite. Dans 20 heures pour être précis, je crois. Voilà, 20 heures pour être précis. Donc, avant les 20 heures. Ouais, c'est ça. Avant les 20 heures et le coup d'envoi, on va faire d'autres débats. Je voulais ton impression un peu là-dessus, mais j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a pas ce truc Coupe du Monde encore. Enfin, j'ai l'impression que c'est tellement tôt, en juin, qu'on n'a pas ce truc, on se dit, waouh, c'est déjà là. C'est un peu comme surpris. Elle n'a pas encore véritablement commencé. J'ai l'impression qu'elle a ce week-end, je pense. Ouais, on est d'accord. Je pense qu'il y a un gros décalage. Vu que la France, vous savez, on commence que mercredi, nous, par exemple. Ouais. La nuit de mardi à mercredi, ça fait un décalage de malade. On est jeudi. Et juste pour le match 1. Et puis je vais pas te mentir, le fait que le match d'ouverture, c'est pas non plus le match le plus. Non. Je trouve que d'ailleurs, ils ont déconné un peu. Enfin, je trouvais qu'en Russie, tu vois, je crois que c'était Arabie Saoudite-Russie, à 18h, je trouvais que c'était bien. Et direct, ils avaient enchaîné en plus. Ouais, en plus, ils avaient enchaîné avec un autre. Là, tu commences avec, c'est quoi? C'est Mexique-Corée du Sud? Ouais, c'est ça. Ouais, Mexique-Corée du Sud. C'est pas. Ouais, ok, il y a Sun, mais c'est pas le Sun de l'époque. Et la Corée du Sud. Ouais, non. Non, c'est pas dingue. Surtout que, attends, je vais te dire, je te dis une connerie, on est d'accord que c'est 20h demain, c'est ça? 21h. 21h? Ouais. Super pour les Coréens, c'est l'heure d'aller se coucher. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Attends, ça fait quelle heure en Corée? Ouais, ça doit faire 3h du matin en Corée, super. Et bah, bon, après, ils travaillent encore à cette heure-là, mais. Ouais, bah, écoute, après, va. c'est pour mettre bien les Mexicains. Et c'est pour mettre bien les Mexicains. Hein. Là, pour le coup, c'est un domicile. Ah bah les Mexicains, par contre, ça sera la fête, hein, je pense. Un match par semaine, on est plutôt bien. Hein. Franchement, on est plutôt tranquille. C'est le Mexique, hein, pays de le temps de récupération. Ils font pas à moitié les choses. Non, ils sont très je pense que là, t'es Mexicain, c'est Noël en ce moment. Tu peux être n'importe qui, là, c'est Noël en ce moment. C'est la fête ce soir. Ouais, non. Là, je pense que là, les heures qui sont passées à Mexico, ouais, ça doit. C'est ça qui est bien pendant la Coupe du Monde, c'est que bon, il y a toujours des choses horribles qui se passent dans le monde, mais c'est un peu un des rares moments où toute la planète est heureuse au bon moment, tu vois. Les gens échangent et partagent un bon moment. Franchement, pour terminer, je pense qu'on peut pas mieux faire. Je pense qu'on peut pas mieux faire que ça. Là, vous avez vu, on a fait 1 heure sur l'Équateur. On n'a pas parlé de tout ce qu'il y avait à l'extérieur. Et comme je l'ai dit au tout début de ce débat, on a des yeux, on a des oreilles, on voit ce qui se passe. On n'est pas insensible à tout ça. Juste, encore une fois, on essaie de faire privilégier le ballon au-dessus de tout ce qu'on voit. Maintenant, comme j'ai dit, on va en reparler parce qu'on n'est pas sourd et on n'est pas aveugle. Mais voilà, laissons-nous prendre. Et c'est pour aussi répondre à ta question, mon copain. C'est peut-être aussi pour toutes ces raisons-là
qu'on a la sensation en fait que la Coupe du Monde elle a pas véritablement commencé et que on est plus dans des polémiques. Ce truc, mais c'est vrai que moi j'ai eu un peu cet effet avec le Qatar un petit peu aussi vu que c'était l'hiver, ça faisait bizarre. Je trouve ça très bizarre la Coupe du Monde au Qatar, mon ressenti perso là-dessus. Non, ça a changé nos habitudes. Puis les horaires n'étaient pas ouf, c'était midi 13h, c'était pas. Non, bon après là pour tout un tas de personnes, moi ça me dérange pas, mais pour tout un tas de personnes, pour les nocturnes, c'est sûr que c'est pas forcément pour les gens qui sont nocturnes, dont tu fais partie et même moi je fais souvent partie. C'est un bonheur, on est heureux, on va se cacher. Nous on adore la nuit, mais en plus tu nous mets des matchs de foot. Bon alors là, c'est le rêve presque. Toute la nuit, c'est pour ça les copains, et c'est très bien, ça permet vraiment de terminer là-dessus. En plus, vraiment pour ceux qui rejoignent la chaîne ou qui verront ce live, vraiment, ça va être notre quotidien pendant pendant les 2 prochaines semaines, hein, parce que là, ça va enchaîner avec 4-5 matchs pendant la soirée et nuit. Donc, si t'aimes bien ne pas avoir de pause et que on te balance que du foot. J'ai regardé, il n'y a pas une pause vu qu'il y a tout le temps des groupes. Il n'y a pas un jour de pause, tous les jours du foot. Tous les jours du foot. Donc on va se régaler mon copain. C'est ça qu'il faut retenir. Donc merci encore à toi, merci à tous d'avoir suivi. Et puis comme d'habitude, vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao.